Nous ne sommes peut-être pas des Beach Boys, mais nous sommes certainement tous des surfeurs. Et nos vagues, eh bien, ce sont les sites internet, les sites web que nous visitons. Jolie comparaison, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas terminé, attendez. Bien sûr, il y a aussi des requins sur internet, les cybercriminels et autres escrocs. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien, nous allons perdre notre équilibre sur notre planche de surf et tomber dans le piège des fraudeurs. Bon, ok, allez, j'arrête là. Simplement parce que nous surfons sur un navigateur, pas sur une planche de surf. Mais que fait un navigateur exactement? Et comment pouvons-nous utiliser ce dernier pour bien nous protéger sur Internet? Parce que oui, c'est ce navigateur qui nous emmène vers le site de phishing. C'est souvent à partir de lui que l'on va télécharger un virus, involontairement. Donc, ça vaut quand même le coup de savoir comment il fonctionne et comment est-ce qu'il peut augmenter notre sécurité. Donc, enfilez votre plus belle chemise hawaïenne et c'est parti pour ce nouvel épisode du Fraudeur, le hacker et vous sur les navigateurs Internet. Internet a quelques décennies d'avance sur le web. Et accéder à l'information à l'époque, ça n'était pas vraiment simple au tout début, je veux dire. Ce grand réseau destiné à la collaboration académique était avant tout axé sur la communication entre deux ordinateurs, qui faisaient partie du réseau, mais en fait beaucoup moins comme aujourd'hui, sur son utilisation par les gens, par vous, par moi. Et ça a radicalement changé. Depuis que le World Wide Web, le WWW, qu'on connaît un petit peu maintenant, a vu le jour au début des années 90, permettant aux utilisateurs d'Internet de partager des informations de manière beaucoup plus conviviale. Et pour cela, eh bien, il fallait utiliser un navigateur Internet. Le premier navigateur Internet du monde, eh bien, portait le même nom que le web, à savoir World Wide Web, écrit en un seul mot, donc sans les espaces. Je doute que beaucoup d'entre vous se souviennent de ce navigateur, mais je le dis de temps en temps, ça peut être intéressant pour les joueurs de Trivial Pursuit. Même son successeur, Mosaic, qui était le premier navigateur capable d'afficher des images et du texte sur la même page web, au lieu de dans deux fenêtres séparées comme World Wide Web, il n'a pas eu une vie très longue. Mais le nom suivant vous dira peut-être quelque chose. Netscape, c'est le navigateur avec lequel j'ai fait mes premiers pas sur Internet. Après avoir souscrit à un abonnement Internet, eh bien j'ai reçu par courrier, dans ma boîte aux lettres, une disquette contenant non seulement la configuration pour mon modem, mais aussi le programme, le navigateur Netscape 1.0. Oh, ça c'est des souvenirs. Et ça aussi, ça vous dit peut-être quelque chose. Écoutez. Eh bien, ça date de la même époque. Depuis, nous avons traversé 2 guerres de navigateurs. Et oui, celui qui contrôle le navigateur, en fait, contrôle l'accès à Internet. Et donc, la bataille pour les parts de marché a commencé super vite. Entre 1995 ou 95 et 2001, c'est Internet Explorer, celui de Microsoft, qui a grignoté tout petit à petit des parts de marché à Netscape, qui était quand même le leader au départ, pour atteindre 90%, 90% de parts de marché. La deuxième guerre des navigateurs a duré un petit peu plus longtemps. Elle a commencé en 2004, lorsque Firefox a lancé l'offensive. Mais c'est finalement Chrome de Google qui a été couronné grand gagnant en 2017. Et depuis, ça reste le navigateur incontesté. L'essor des smartphones et de l'Internet mobile a bien sûr joué un rôle. Aujourd'hui, Chrome détient environ les 2/3 du marché, suivi par Safari, et puis deux petits derniers, entre guillemets, Microsoft Edge et Firefox. Tiens, dites-moi un peu quel navigateur Internet vous préférez. Mettez la réponse dans les notes en dessous de l'épisode. Ça m'intéresse de savoir lequel vous utilisez. Mais alors, que fait un navigateur exactement? Pour le dire simplement, il affiche une page web. Et en fait, ça semble un petit peu plus simple qu'en réalité, parce que je vais quand même devoir vous expliquer quelques acronymes, le 3 fois W, acronyme pour World Wide Web. Mais plus important encore, les acronymes comme URL, HTTP et HTML, parce que finalement, c'est ce qu'utilise notre navigateur. Chaque site web a une adresse composée de chiffres.
Cela ne facilite évidemment pas la tâche pour trouver le bon site. Imaginez, vous allez sur Internet et vous devez aller rentrer le site, c'est lequel? Ah oui, c'est le 183.202.eo. Eh bien, c'est là qu'intervient l'URL. L'acronyme signifie Uniform Resource Locator et se compose grossièrement de 3 parties. Le protocole, HTTP, HTTPS, le site et puis les paramètres. Commençons par le protocole. C'est le HTTP ou le HTTPS. HTTP voulant dire Hypertext Transfer Protocol. Le S, lui, dans le HTTPS, signifie Secure, qui est en fait sécurisé en français. C'est important, mais prête aussi à confusion. Je m'explique. HTTPS apporte 2 éléments importants par rapport au HTTP, à savoir l'authentification du site grâce à un certificat unique. Donc vous êtes certain d'être sur le bon site et pas une copie. Important. Et puis, le transfert d'informations entre votre téléphone ou ordinateur et le site sur lequel vous allez, eh bien, ils sont cryptés. Et ça, c'est important pour la sécurité de vos données, votre confidentialité. En revanche, le HTTPS ne veut pas dire que le site Internet est sécurisé. Le S sécurise le protocole, la communication. Donc en fait, on peut très bien, et c'est important de le retenir, aller sur un site de phishing en HTTPS ou télécharger un virus. En HTTPS, encore une fois, retenez bien ça. Le HTTPS ne veut pas dire que le site de l'autre côté, eh bien lui, il est sécurisé et sans risque. Ok ? Retenez ça, ça pourra vous servir. Et lorsque vous tapez une URL dans la barre d'adresse de votre navigateur, eh bien celui-ci, grâce au protocole et à l'URL, effectue d'abord la traduction vers l'adresse technique du site web, les suites de chiffres que j'ai citées tout à l'heure. Ça n'est qu'à ce moment-là qu'une communication est envoyée au site Internet. Et selon les paramètres envoyés, eh bien le site retournera une réponse. Cette réponse, c'est un texte dans un format spécifique, l'HTML. On y arrive. Littéralement, en fait, ce sont des balises qui sont insérées dans le texte. Et ces balises sont en fait donc des instructions que le navigateur suivra au moment d'afficher le texte. C'est la mise en forme. Il existe aussi d'ailleurs beaucoup d'autres balises, comme pour afficher une photo ou ajouter un lien vers un autre site. Ainsi, on peut facilement naviguer d'un site Internet à l'autre. Et pour notre sécurité, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse ici, eh bien, il est bien sûr important de vérifier où nous allons en lisant la fameuse URL. Et donc maintenant, vous savez ce qu'est une URL et vous pouvez, vous savez ce que c'est, j'ai envie de dire, apprendre comment la lire pour détecter le phishing. Et ça, vous savez où le faites? Ben, j'espère, parce que vous nous suivez régulièrement. Vous allez sur surfersansouci.cphoneweb.be. De toute façon, je mets le lien dans la description. Suivez la formation courte qui s'appelle Phishing. Regardez où vous allez, parce que grâce à ça, eh bien, le phishing, pour vous, c'est terminé, où que soit finalement l'endroit où vous envoie votre navigateur. Mais revenons à notre protocole de communication HTTP ou HTTPS. Il faut savoir qu'il ne garde pas de traces de l'état. Je m'explique. Dès que votre navigateur a reçu toutes les données, affiché le site sur votre écran, la communication cesse. Donc si vous cliquez quelque part, eh bien cela représente une nouvelle demande complète pour le site qui va revenir. Mais si nous utilisons un site où nous sommes connectés, où nous réutilisons ce site, j'ai envie de dire, nous attendons évidemment que ce site se souvienne de nous. Je veux dire, quand même. Et donc la solution pour ça, vous la connaissez. Ce sont les cookies. Alors oui, je sais, les cookies ont acquis une mauvaise réputation et c'est en partie justifié. Mais leur objectif initial était de maintenir un état et donc de gérer une session. Et il existe même un type spécifique de cookies à cet effet, ce sont les session cookies ou cookies de session. Si vous voulez en savoir plus sur les cookies, je vous envoie sur l'épisode de notre podcast qui traite du sujet. Mais notre navigateur Internet peut aussi garantir une certaine confidentialité. Pour cela, on peut utiliser le mode incognito ou mode privé, ça dépend des navigateurs. Dans ce cas, il veillera à ce qu'un site ne puisse pas retrouver de cookies. C'est pour ça que c'est privé. Comme si vous utilisiez un appareil pour la première fois, j'ai envie de dire. Mais attention, tant que vous utilisez la même fenêtre, les cookies seront enregistrés, ceux de la session actuelle. Donc, il est préférable de fermer cette fenêtre régulièrement si vous voulez rester anonyme, surtout quand vous changez de site Internet. Et cette protection est
aussi limitée. Je suis désolé, elle n'est pas totalement impénétrable parce qu'il existe aussi d'autres moyens pour les sites de vous suivre. Donc vous ne serez jamais totalement anonyme. Enfin, ça limite quand même beaucoup les possibilités de nous suivre sur Internet. En revanche, ce que vous ne devez jamais faire quand vous essayez de surfer de manière incognito, c'est de vous identifier sur un site Internet, de rentrer un login et un password. Ah bah oui, quand vous vous identifiez sur le site, on sait qui vous êtes, et donc on peut vous suivre très simplement. Je peux accomplir une grande partie de ce pourquoi j'utilise mon ordinateur aujourd'hui sans quitter mon navigateur. Vous le savez, vous le faites régulièrement. Et donc il n'est pas tellement surprenant que nos navigateurs veuillent aussi nous offrir d'autres services, afin que nous ne cherchions pas d'alternatives. Alors ils investissent de plus en plus dans la sécurité. Et cette sécurité m'amène à ce que je considère comme peut-être le service supplémentaire. Donc, outre le fait de m'afficher les pages Internet, le service supplémentaire le plus important qu'un navigateur puisse offrir. Un gestionnaire de mots de passe. Nos navigateurs peuvent non seulement conserver nos mots de passe, mais aussi en générer pour nous. De cette façon, il devient facile d'avoir des mots de passe forts et uniques pour chaque site Internet. Donc différent, unique, c'est différent. Retenez ça, c'est super important. Chaque navigateur permet désormais également de se connecter avec son compte Google ou Apple ou Microsoft. Et cela nous permet, si on le souhaite, de partager les mots de passe avec les différents appareils où nous sommes connectés sur ces comptes. De cette manière, nos favoris, notre historique, peuvent aussi être partagés entre plusieurs appareils. C'est quand même pratique. Et je le répète souvent, mais la sécurité de ces comptes est vraiment importante. Cela signifie qu'un mot de passe fort et unique est important, mais qu'il faut aussi activer la double authentification. Petit aparté quand même, parce que vous allez me dire, oui mais Alexandre, tu me dis gestionnaire de mot de passe dans mon navigateur, l'autre jour tu m'as dit gestionnaire de mot de passe sur mon téléphone, je fais quoi? D'abord, ils peuvent être connectés. Ensuite, c'est un choix. Il y a des gens qui veulent le mettre sur leur téléphone portable, il y en a d'autres qui préfèrent le garder dans leur navigateur. À vous de voir, mais utilisez un gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre d'avoir des mots de passe différents ou que vous l'utilisiez, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de l'utiliser. Et bien sûr, j'utilise aussi mon navigateur pour faire des achats sur Internet. Et lorsque je dois payer, eh bien, j'ai plusieurs options, comme scanner un code QR, entrer mes coordonnées bancaires, ou utiliser les services de paiement de ma banque. Cela signifie que parfois, je dois entrer ces données, très sensibles quand même, sur le site Internet que j'achète. Mais là encore, un navigateur peut nous aider, par exemple en utilisant Apple Pay sur Safari ou Google Pay sur Chrome, directement depuis le navigateur. Souvent, il faut encore utiliser son téléphone pour confirmer la transaction, et ça c'est génial parce que la confirmation se fait sur un autre appareil, c'est un second facteur, et ça évite aussi que mon navigateur ou le site Internet conserve mes informations de paiement de manière peut-être non sécurisée. Et puis avec les extensions, vous connaissez les extensions. Un navigateur peut encore faire bien plus. Mais attention, ça n'est pas sans risque parce que une extension se trouve dans notre navigateur. Elle peut aussi observer les sites que nous visitons. Bah oui, si on ne connaît pas l'origine de l'extension, elle peut faire d'autres trucs peut-être. Et donc, elle pourrait très bien lire nos données privées. Mais encore plus important, une extension peut aussi modifier, en théorie, la page que nous visitons ou nous montrer quelque chose de différent que ce qu'il y a sur le site ou ce que le site a envoyé. Il faut donc toujours être prudent avec les extensions. Moi, pour ma part, j'en utilise seulement 2. L'une pour signer les documents numériquement et l'autre, bien sûr, celle de SafeOnWeb, vous me connaissez, celle qui me dit si le propriétaire d'un site a été validé. Mais attention, cette extension SafeOnWeb ne fonctionne que pour la Belgique, désolé pour les autres. Mais dans tous les cas, il vaut mieux privilégier les extensions, comme les programmes d'ailleurs, qui sont signés par un développeur sérieux ou une société à qui l'on fait confiance. Il m'est assez difficile de recommander un navigateur plus qu'un autre. Chaque personne est différente et a des besoins différents. En revanche, je peux vous donner quelques conseils pour effectuer votre choix. Notre navigateur Internet voit toute notre vie en ligne. Et nous ne voulons pas que tout le monde puisse accéder à ces informations. Ça, c'est logique. Mais ça signifie aussi que nous devons donc choisir un navigateur qui prend la sécurité au sérieux.
Il doit fermer la porte aux cybercriminels. Et nous voulons aussi que notre navigateur continue à fonctionner, surtout lorsqu'il y a une nouvelle menace ou une nouvelle version de notre système d'exploitation. Celle qui va certainement obliger notre navigateur à être mis à jour. Ça veut dire qu'on doit aussi travailler avec une société qui prend les mises à jour au sérieux. En parlant de mise à jour d'ailleurs, j'en ai déjà souvent parlé, mais ça veut dire aussi qu'il est préférable de laisser son navigateur installer automatiquement les nouvelles versions, afin de toujours avoir la dernière version, la plus sécurisée, de son navigateur. Je voudrais aussi mettre en avant le fait que le développement et le support d'un navigateur Internet coûtent de l'argent. Il n'est donc pas vraiment surprenant que l'on se demande quel est le modèle économique derrière celui-là. Enfin, je veux dire, pour Chrome et pour Google, c'est facile à déterminer. Par défaut, Google utilise le moteur de recherche de Google et Chrome va aussi essayer de nous convaincre d'utiliser d'autres applications de Google. Enfin, on reste dans un écosystème, on sait très bien comment ils font leur argent. Pour Safari d'Apple, c'est similaire. Il en va de même pour Edge de Microsoft. Ces trois navigateurs ont tous intérêt à protéger correctement nos données. Alors certains diront qu'ils vont vendre quelques données de notre navigation à d'autres sociétés, mais je ne doute pas que la sécurité de ces navigateurs soit réelle et qu'ils protègent nos données. Firefox est un cas à part, car il s'agit d'un projet open source développé par une organisation à but non lucratif américaine. Tout le monde, s'il le souhaite et s'il en a les connaissances, peut jeter un œil sous le capot de Firefox pour voir ce que fait le code. Cela permet aux experts de vérifier la fiabilité du navigateur. Et puis ensuite, il y a plein d'autres plus petits navigateurs moins connus. Alors, je ne vais pas juger de leur valeur. Il y en a des géniaux, il y en a que je n'utiliserai pas. En revanche, si leur utilisation est gratuite, ils ont quand même quelque part un moyen de monnayer les informations qui sont récoltées sur nous. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, les développeurs qui travaillent sur ce navigateur doivent bien manger. Donc, quand vous choisissez votre navigateur Internet, regardez comment il se finance. C'est important. Ça vous permettra de savoir comment ils utilisent vos données aussi. Il faut aussi se demander où l'on utilise un navigateur. Sur un ordinateur, sur un téléphone portable, sur une tablette, sur un e-reader, peut-être même dans son réfrigérateur. Oui, parce qu'aujourd'hui, les frigos, enfin certains, les nouveaux, les plus récents, ils ont aussi un navigateur Internet intégré pour aller faire des courses. En utilisant le même navigateur partout, on reste dans un environnement familier. Pour certains, c'est plus simple. Et donc, si on veut un navigateur multiplateforme, on se retrouve souvent avec Chrome, Edge, parfois Firefox, certainement pas Safari dans un frigo, pas tant qu'Apple n'a pas lancé son propre frigo. Ah oui, pour ceux qui veulent utiliser l'intelligence artificielle générative directement dans leur navigateur, le choix se limite pour l'instant à Edge avec Copilot, mais les autres vont arriver, peut-être même quand vous verrez cet épisode, ce sera déjà le cas sur Chrome ou Apple Intelligence dans Safari. Conclusion. Notre navigateur est probablement devenu le logiciel le plus important après le système d'exploitation de notre appareil. Nous l'utilisons quotidiennement pour toute notre vie en ligne. Et c'est vrai, on ne s'en rend pas toujours compte, mais tout passe par lui aujourd'hui quasi. Il est donc normal de choisir un navigateur en qui nous avons confiance. Comme toujours, nous sommes responsables de notre propre sécurité. Ce n'est pas les autres qui font notre sécurité. Ils nous proposent de la sécurité, mais c'est à nous de faire des choix responsables en fonction des offres qui sont faites. Pour la plupart des utilisateurs, il n'y a pas beaucoup de différence entre les 4 grands navigateurs Internet que j'ai déjà cités. Et donc ça dépend souvent de préférences personnelles, voire même celui qui était dispo quand j'ai commencé et maintenant je continue à l'utiliser. C'est pas une mauvaise solution non plus. Mais toujours en veillant à installer les dernières mises à jour pour être protégé contre les nouvelles menaces. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous. Prenez soin de vous.